Merci beaucoup, Kerstin, pour cette introduction qui me touche beaucoup. Euh, je suis très honoré de pouvoir vous parler. Je suis désolé, mes diapositives sont en français. J'avais pas réalisé que il y avait l'interprétation et que ça aurait été plus correct qu'elle soit en anglais. Donc, les collègues germanophones m'excusent. Euh, voilà mes liens d'intérêt pour cette présentation. Vous l'avez remarqué, je suis français, donc c'est une appartenance culturelle qui peut modifier mon regard sur notre spécialité. Kerstin l'a dit, je suis enseignant de santé publique, donc forcément ça peut aussi modifier ma façon de concevoir la psychiatrie. Je consulte en centre universitaire et nous savons tous que nous voyons des patients différents de nos collègues qui exercent en médecine libérale. Même si là où je consulte, c'est dans une banlieue parisienne très défavorisée, dont je vois des patients de tout niveau socio-économique. Je ne suis pas formé à la psychanalyse, mais j'ai une certaine affection pour cette discipline parce qu'elle m'aide à penser les patients et les familles. Voilà, je suis fasciné par les neurosciences, en particulier les sciences cognitives. Mais je me demande, je m'en sers peu dans ma pratique clinique. Voilà, c'est la réalité. Peut-être que je suis old-fashioned, mais c'est comme ça, et ça peut expliquer certaines de mes positions. Et puis, Kerstin l'a dit, parfois, euh, je dis des choses qui sont un petit peu provocantes, je le sais, mais on est entre nous, et je pense que si on veut avancer, il faut qu'on se dise les choses franchement, comme parfois dans les thérapies familiales. Alors, pour commencer, d'abord, je trouve que la pédopsychiatrie, aujourd'hui, dans le monde, c'est le grand bazar. C'est le grand bazar parce que d'un côté, il y a de la psychologie positive, il y a la réalisation de soi, c'est très important, en particulier pour les enfants. Alors, il y a des psychologues qui s'occupent de ça, c'est très bien, mais il y a des psychiatres qui considèrent aussi que leur boulot, c'est de faire que les enfants aillent bien et pas seulement qu'ils n'aillent pas mal. Et dans le même ordre d'idées, il y a la question aujourd'hui de la santé mentale. Beaucoup de services de psychiatrie s'appellent des instituts de santé mentale. Alors, peut-être que c'est rien, peut-être qu'on n'ose plus tellement dire le mot psychiatrie parce qu'il fait peur, mais les mots ont un sens et peut-être que d'utiliser santé mentale à la place de psychiatrie, ça a peut-être une implication. Alors, rien qu'à propos des maladies mentales, aujourd'hui, vous savez qu'on entend beaucoup de gens qui disent que l'autisme, l'hyperactivité, ce ne sont pas des maladies, ce sont des différences. C'est des façons d'être différentes. Et pourquoi pas? Et d'ailleurs, ça me sert beaucoup dans ma pratique clinique de pouvoir dire à des parents, mais vous savez, votre enfant, il est différent. Donc c'est un vrai changement potentiellement utile, mais d'un autre côté, on nous dit que l'autisme et l'hyperactivité, ce sont des troubles du neurodéveloppement. Alors, et comme la très belle présentation de Johannes l'a montré, avec une vulnérabilité génétique importante. Alors du coup, où on en est? Est-ce que ce sont des différences? Est-ce que c'est neurodéveloppemental? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est tout en même temps? Mais si c'est tout en même temps, c'est des épistémologies complètement différentes, alors de quoi on parle? Et puis, on me dit aussi dans les congrès, aujourd'hui, faire de la science avec la psychiatrie, c'est comprendre le cerveau. Comprendre le cerveau, c'est comprendre les maladies mentales. On a l'impression que c'est un syllogisme. Mais pourtant, la religion, croire en Dieu, ça protège du suicide. C'est une réalité épidémiologique. Alors, si on veut comprendre ça, où se place Dieu dans le cerveau et où se place la relation de l'homme à sa propre mort dans le cerveau? Je ne sais pas, je ne vois pas ça. Alors, si je ne le vois pas, on ne peut pas faire de science entre religion et tentative de suicide, alors que c'est un vrai souci. D'ailleurs, au passage, c'est quand même curieux que dans nos sociétés, plus de 50% des gens croient en Dieu et qu'on n'en parle jamais en pédopsychiatrie ni en psychiatrie, ou quasiment jamais. Et puis sans compter les politiques qui se gargarisent de dire que la santé mentale des enfants c'est très important et qui donnent jamais d'argent à la pédopsychiatrie, et ça c'est vrai dans tous les pays, peut-être à l'exception de la Suisse, parce qu'il faut que vous le sachiez, en fait vous vous en rendez pas compte, mais votre système de soins pédopsychiatriques est un des meilleurs du monde, avec l'Australie sûrement.
Et donc du coup, moi je vais parler de la pédopsychiatrie en général, votre pays étant un petit peu à part, parce qu'il fonctionne mieux de ce côté-là par rapport aux autres pays. Alors la question c'est comment on en est arrivé là? Comment on est arrivé dans ce bazar? Alors de mon point de vue, ça vient du fait que dans les 20 dernières années, nous avons vécu des bouleversements anthropologiques colossaux. D'abord, il y a les histoires de modernité et de postmodernité. Vous savez que avant, c'est-à-dire au XVIIe siècle et avant, en fait, l'humain n'était pas un individu. L'humain appartenait à une communauté et il existait en tant que membre de cette communauté. Et puis, il y a eu la modernité et l'individu est arrivé. Mais cet individu, alors c'est le XVIIIe siècle, hein, cet individu est un individu universel. C'est la déclaration des droits de l'homme. Nous sommes tous égaux et nous sommes tous, pas identiques, mais égaux en droit. Et c'est cette universalité qui constitue l'individu. Et puis il y a la postmodernité, je dirais, seconde moitié du XXe siècle et particulièrement forte aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. L'individu est une singularité. Il n'y a plus d'universalisme, nous sommes tous différents. Et on l'a vu tout à l'heure avec la notion de l'hyperactivité est une différence, l'autisme est une différence. Alors, entendez bien mon discours, je ne suis pas en train d'avoir un discours réactionnaire en disant que c'est une catastrophe, que la société évolue mal. Non, ça a des avantages de considérer que les différences ont une importance, en particulier en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Reconnaître les différences, c'est permettre de lutter contre les stigmatisations. Mais c'est aussi un choc anthropologique. Le fait que nous soyons tous différents fait que le collectif est moins fort. Or, vous savez que le collectif est un facteur de résilience très important dans une société. Deuxième point, il y a eu des modifications très importantes de l'intersubjectivité. L'intersubjectivité en psychiatrie, bien sûr, c'est très important. Nous vivons dans l'intersubjectivité en tant que cliniciens. Alors, à l'origine, l'intersubjectivité, elle était nourrie d'un imaginaire commun. Nous avions une religion, nous avions une culture qui venait de notre pays, qui faisait que nous avons un imaginaire commun et donc avec des implicites dans la façon que nous avons de communiquer les uns avec les autres et d'imaginer notre environnement. Et puis, comme vous le savez, Dieu est mort, selon l'expression consacrée, mais au-delà de ça, c'est vrai que même si nous croyons en Dieu pour certains d'entre nous, la religion ne structure plus les valeurs morales de notre société. Et puis, nous avons toujours une culture, mais elle s'est mondialisée, en particulier pour nos jeunes. Et donc, du coup, cet imaginaire commun s'est réduit. Et la réaction, c'est que, de plus en plus, l'intersubjectivité ne repose pas sur un imaginaire, mais sur une contractualisation. Alors ça se voit par exemple dans la question du consentement, qui est une vraie question de l'intersubjectivité. Quand nous décidons quelque chose et que nous sommes deux ou plusieurs, nous devons consentir, mais qu'est-ce que ça veut dire que consentir? Je dis oui, mais sur quelle base je dis oui? Vous savez que dans les rapports hommes-femmes, c'est quelque chose de très important, et on tente de plus en plus à contractualiser les rapports qu'il y a entre les hommes et les femmes. Et ça existe aussi dans la pratique clinique. Vous savez qu'il y a, en tout cas dans mon pays, la Haute Autorité de Santé nous dit que quand nous sommes dans l'intersubjectivité avec nos patients, c'est-à-dire dans l'entretien, nous devons informer le patient de son pronostic, des effets indésirables des traitements, des alternatives thérapeutiques. C'est un contrat qui est passé avec lui. Mais curieusement, la même Haute Autorité de Santé ne nous dit jamais comment, dans l'intersubjectivité, construire une alliance thérapeutique. Parce que l'alliance thérapeutique, ça ne peut pas être contractualisé. On ne peut pas dire nous allons nous engager à être dans l'alliance thérapeutique. Ça n'est pas possible, c'est beaucoup plus subtil que ça. Or, vous le savez, l'alliance thérapeutique, c'est un facteur prédictif majeur de succès des thérapeutiques, quelles que soient les thérapeutiques, qu'elles soient psychologiques ou médicamenteuses. Et donc cette contractualisation à outrance de l'intersubjectivité, qui a des avantages, je le reconnais.
Devoir informer les patients, c'est bien, mais à des limites, de toute évidence. Le troisième point, c'est la question de l'intériorité. Et là, je voudrais vous parler d'un ouvrage majeur qui est paru en 2005, qui est de beaucoup le travail d'anthropologie majeur du XXIe siècle, qui est un livre de Philippe Descola qui s'appelle Par-delà nature et culture. Philippe Descola, d'ailleurs c'est un peu en contradiction avec le topo de Johannes tout à l'heure, Philippe Descola dit que chez tous les humains sur la planète, tous les humains sont construits autour d'une intériorité et d'une physicalité. C'est-à-dire il y a un dualisme corps-esprit qui est un universel sur la planète. Sauf que nous n'organisons pas tous l'intériorité et la physicalité de la même façon. Chez les animistes, par exemple, en Amérique du Sud, ils ont un esprit, mais la rivière a un esprit, les arbres ont un esprit, et la nuit, dans les rêves, nous partageons, nos esprits sont en commun. Alors que, bien sûr, physicalement, les humains sont différents des papillons, de l'herbe ou de la rivière. Eh bien, dans les sociétés occidentales, c'est exactement le contraire. Nous sommes constitués d'atomes et de molécules, et ce sont les mêmes que l'on soit une rivière, un arbre ou un être humain. Physicalement, nous sommes les mêmes. Par contre, nos intériorités sont complètement différentes, puisque nous considérons qu'il n'y a que les humains qui pensent. Alors, je sais qu'il y a le débat antispéciste sur quid de l'intériorité des animaux, mais en tout cas, l'intériorité des humains est une particularité. Donc nous avons tous une intériorité, et ça, comme psychiatre, c'est très important de le savoir, parce que justement la psychiatrie, c'est la discipline médicale qui s'intéresse aux humains qui souffrent dans leur intériorité. Ce qui se passe néanmoins, c'est que nous vivons dans une société matérialiste, qui se digitalise avec des intelligences artificielles même. Or, une intelligence artificielle, ça n'a pas d'intériorité. Et comme il y a du matérialisme et de l'intelligence artificielle et que nous sommes un peu effrayés par ça, eh bien il y a un courant de déni d'intériorité. Et vous avez dû le remarquer, aujourd'hui, parler de l'âme, c'est un peu ringard. Dire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il se passe quelque chose, même quand on est psychiatre, c'est mal vu. Et d'ailleurs même, il y a des articles régulièrement qui disent que le dualisme s'est dépassé. Alors que dans notre vécu phénoménologique, il y a une évidence, nous avons un esprit à l'intérieur de nous, et parfois il nous fait souffrir. Et de mon point de vue, l'essor des neurosciences assez spectaculaire et des sciences cognitives, qui considèrent que le sujet pensant est un système traitant une information, c'est la définition des sciences cognitives, eh bien, le succès vient du fait que dans ce paradigme, il n'y a pas d'intériorité. Alors bien sûr, ça a des effets indésirables, et que beaucoup de psychothérapeutes ont noté, c'est que de ce déni d'intériorité, naît une grande solitude intérieure de nos contemporains, que l'on voit en thérapie. Beaucoup de thérapeutes disent, les gens vont mal, ils se sentent seuls. Ils sont sur les réseaux sociaux en permanence, mais ils se sentent seuls. Et ça provoque un clivage, ce mal-être, avec, vous savez, l'émergence de nouvelles spiritualités. La méditation de pleine conscience, par exemple, est une forme de spiritualité laïque. L'hypnose, le qigong, le tai chi, tout ça, qui ont beaucoup de succès, c'est un renouveau d'une forme de spiritualité laïque qui est une réponse à ce déni d'intériorité. Alors vous me direz, la psychiatrie là-dedans, elle est partout et nulle part, parce que comme il y a ces bouleversements colossaux, tout le monde souffre. Donc il y a de la souffrance psychique partout. Mais comme elle est partout, la psychiatrie devient nulle part, parce que bien sûr, on ne va pas donner des antipsychotiques à tout le monde. Et la pédopsychiatrie, c'est encore pire, parce que, en fait, et j'ai beaucoup aimé l'introduction du professeur Digalo, en fait, nous voyons avec l'épidémie que les enfants ne vont pas forcément si mal que ça pendant cette épidémie. Les enfants vivent pas si mal que ça, ces bouleversements anthropologiques. Ils le vivent mal par procuration par rapport à ce que nous vivons mal. Et donc nous avons un vrai problème avec la souffrance psychique des enfants
c'est une souffrance projetée sur eux, aussi souvent qu'une souffrance qu'ils ressentent eux-mêmes. Alors, du coup, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. Comme on ne sait plus de quoi on parle, essayons de voir de quoi on parle. Et donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un malade? Eh bien, curieusement, dans toutes les langues, dans toutes les sociétés, on ne définit pas un malade de la même façon. J'ai l'impression que dans la tradition francophone continentale, parce qu'au Canada c'est peut-être un peu différent, un malade c'est juste une personne qui sonne à la porte d'un médecin. Voilà. Le malade, c'est la définition du philosophe Georges Canguilhem, qui dit que le malade naît de la plainte qu'il exprime. C'est la plainte qui fait le malade. Alors vous me direz, oui, mais en pédopsychiatrie, c'est plus compliqué. Parce que, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais le plus souvent, je dirais au moins une fois sur deux, mes patients ne savent pas pourquoi ils viennent me voir, et en général, ils vont pas si mal que ça. Et donc, en fait, le malade pédopsychiatrique, c'est un tout petit peu différent. C'est le lieu d'expression d'une plainte collective, focalisée sur un enfant ou un adolescent, plainte concernant son comportement ou son fonctionnement mental. Là aussi, soyons clairs, nous traitons, nous soignons des collectifs. Qu'est-ce qu'une maladie psychiatrique? Et je mets le mot maladie exprès, il ne faut pas que nous ayons peur de parler de maladie. Alors bien sûr, vous allez me dire, une maladie, c'est un syndrome qui a une valeur thérapeutique, pronostique et une étiologie, c'est ce qu'il y a dans les livres. Et c'est vrai, bien sûr, et d'ailleurs, vous savez, on n'a pas à être complexé en psychiatrie. Les étiologies, elles ne sont pas plus mauvaises en psychiatrie qu'en médecine somatique, par exemple en hémato-oncologie. Donc on peut vraiment parler de maladies psychiatriques, et en fait des maladies, c'est des constructions qui permettent d'organiser le soin des malades psychiatriques. C'est des constructions, les maladies. Il faut être cool avec ça. Quand on dit que le DSM c'est une catastrophe parce qu'il y a plein de maladies, si ça permet de mieux soigner les malades, alors il n'y a aucun problème. Alors, la question qui est la plus sensible du coup, alors qu'est-ce qu'un pédopsychiatre là-dedans? Qu'est-ce que c'est notre métier? Alors vous me direz, un pédopsychiatre c'est un médecin qui soigne un malade pédopsychiatrique. Eh bien, pas exactement. Pas exactement parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des malades qui viennent nous voir, il y en a certains, on ne les soigne pas parce qu'on leur dit, mais vous savez, en fait, vous allez pas mal. Votre enfant, il va pas mal. Et c'est très important qu'on puisse dire, votre enfant, il va pas mal. Vous avez une plainte, je l'écoute, je la reçois, mais je vous dis que ça n'est pas du ressort de la psychiatrie. On voit ça dans l'hyperactivité, on voit ça dans des formes légères d'autisme. Et à ce moment-là, on va dire, vous pouvez aller voir des psychologues, des psychothérapeutes, il n'y a pas de problème pour vous aider à aller bien. Mais votre niveau de souffrance n'est pas tel qu'il relève de la psychiatrie. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que nous ne sommes pas nombreux. Parce qu'il y a des listes d'attente énormes dans tous les pays. Alors peut-être pas en Suisse, mais en France, vous savez que le délai pour voir un pédopsychiatre, c'est 1 an en moyenne. Donc on est obligé de décider qui on va voir et qui on ne va pas voir. Alors un pédopsychiatre, c'est aussi un médecin. Un médecin qui sait ce que c'est qu'un corps, le patient sait que je peux l'examiner. Et savoir qu'on sait ce que c'est qu'un corps dans la relation médecin-malade, même si c'est psychiatrique, c'est très important. Un pédopsychiatre, c'est un spécialiste de l'entretien clinique. Comme un chirurgien sait faire des points très sophistiqués pour suturer une coronaire, un pédopsychiatre sait parler, et d'ailleurs, avec l'épidémie, le fait de parler par Zoom comme on le fait là, ou de parler avec un masque, on a vu que ça pouvait poser des problèmes. Un pédopsychiatre, c'est quelqu'un, et ça c'est important, qui peut prendre des décisions graves en peu de temps. On est formé à ça, on a été interne aux urgences, et on sait réagir devant une douleur thoracique aiguë, on sait prendre des décisions graves en peu de temps. C'est un soignant qui a une certaine forme d'autorité. Dans le serment d'Hippocrate, il y a la reconnaissance d'une autorité médicale, et ça on s'en sert dans nos entretiens. C'est un STF, c'est un sans théorie fixe. Le pédopsychiatre, contrairement au psychologue, se nourrit d'un feuilletage épistémologique. On doit être intéressé aux neurosciences, à la psychologie, psychanalytique ou pas, à l'anthropologie, à la sociologie. C'est en ayant un feuilletage théorique que l'on réussit à bien faire notre métier. Voilà. Et
Alors le pédopsychiatre, ce qu'il ne devrait pas être aussi, et ça je pense que c'est une particularité de la Suisse où la psychothérapie est très importante dans la formation des pédopsychiatres, et je trouve que c'est une très bonne chose, mais le pédopsychiatre ne doit pas exercer exclusivement comme psychothérapeute. Pourquoi? Parce que la liste d'attente va augmenter à ce moment-là. On a le devoir de voir beaucoup de patients. Sinon, beaucoup d'enfants en grande souffrance ne vont pas pouvoir être pris en charge. Donc exercer la psychothérapie un peu, c'est très bien, beaucoup, comme certains collègues français le font, je pense que c'est pas bien. Alors, un petit mot à propos de la santé mentale, faut quand même le rappeler. Quelle est la définition de l'OMS de la santé mentale? Un état de bien-être, toujours, on retrouve la psychologie positive, dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de la communauté. Et moi je vous demande, quand nous disons que nous, psychiatres, nous travaillons dans le domaine de la santé mentale, ça veut dire que nous visons à faire que nos patients aient un travail productif. Je vous demande, éthiquement, est-ce que c'est comme ça que vous considérez votre métier? Je crois qu'il y a un vrai danger, et il y a des prescriptions de traitement qui parfois sont en lien avec le travail productif à l'école. Alors, dans le quart d'heure qui me reste, maintenant qu'on a vu le problème, on a essayé de mieux caractériser le sens des mots. Essayons de voir comment on pourrait organiser le système de soins pédopsychiatriques. Alors vous voyez, d'abord, le développement d'un enfant, c'est ce qu'il y a ici, c'est très compliqué. Alors il y a des gènes, comme Johannes l'a montré. Déjà, rien que les gènes, c'est très compliqué. Mais il y a des événements de vie. Vous savez à quel point c'est important. La stigmatisation, la culture et la religion, bien sûr, on l'a vu. La société, tout ça a un impact sur l'école, les parents. Et puis les parents, c'est un couple, c'est deux personnes qui se rencontrent. Et il y a une magie dans le fait qu'un homme rencontre une femme et décide d'avoir des enfants. Il y a une grossesse, et dans cette grossesse, il peut se passer plein de choses. Et c'est pour ça que faire de la recherche en pédopsychiatrie, c'est si compliqué, parce que le développement d'un enfant, c'est très compliqué, mais en général, ça se passe bien. Et en général, il y a de la santé mentale, c'est-à-dire il y a du bien-être. Alors, pour que ça se passe bien, c'est vrai qu'il y a un travail de prévention à faire, et la prévention en pédopsychiatrie, c'est capital. C'est capital, mais c'est pas de la pédopsychiatrie. C'est de la politique. C'est l'organisation de la société. C'est comme la prévention du cancer du poumon. Faut augmenter le prix du paquet de cigarettes. Faut interdire de fumer dans les restaurants. C'est pas de la cancérologie, c'est pas de la pneumologie. La prévention en pédopsychiatrie, c'est pas de la pédopsychiatrie. C'est supporter les familles, c'est la formation. Alors bien sûr, nous pouvons aider à la formation, nous pouvons aider à la prévention, mais c'est pas nous les chefs. La question du soin primaire est une question cruciale, et ça dans tous les pays. Quelle doit être la place du soin primaire, c'est-à-dire des médecins généralistes, des infirmières scolaires, dans le dépistage et l'ébauche de conseils qu'il va y avoir aux parents dans le but de prévention. Et la question du dépistage devient une question cruciale. C'est vrai que pour la plupart des troubles, en particulier neurodéveloppementaux, dépister tôt, c'est susceptible de me soigner. Et là aussi, l'intervention de Johannes l'a montré, non seulement on peut dépister épidémiologiquement, mais peut-être qu'on peut même dépister avec des marqueurs. Et là, ça pose des problèmes techniques, des problèmes cliniques. C'est que si on dépiste, faut proposer des soins, parce que dépister sans proposer de soins, c'est pas éthique. Et même, il y a d'autres questions éthiques, c'est que est-ce que le dépistage n'est pas autoréalisateur? Parce que comme on l'a vu, on va dépister des enfants à risque, mais tous ne vont pas faire le trouble. Mais quand il s'agit d'un trouble mental, si on dépiste un trouble mental, est-ce qu'on ne risque pas de le favoriser en le déclarant? Donc beaucoup d'enjeux extrêmement sensibles, extrêmement importants en termes de santé publique, sur lesquels nous devons réfléchir sans être nécessairement les acteurs principaux, mais nous devons éclairer la société. Alors parfois, le développement se passe pas bien et
l'enfant va mal. Mais il va mal, il a simplement des problèmes. Et il y a plein d'enfants qui ont des problèmes. Et d'ailleurs, quand dans les études épidémiologiques, on dit 50% des enfants et des adolescents vont avoir un trouble mental, c'est pas forcément un trouble mental qui va nécessiter un pédopsychiatre. Sinon, c'est pas possible. Non, la plupart des problèmes des enfants relèvent d'une zone grise, c'est-à-dire c'est pas vraiment de la psychiatrie, c'est pas vraiment du soin primaire. Et là, dans la plupart des pays aussi, ça marche pas très bien, cette zone grise. On sait que les psychologues vont avoir une place essentielle. On sait que ça va s'appeler du soin de second niveau, c'est-à-dire c'est après le soin primaire, mais c'est pas du soin spécialisé, qui est le soin qui relève de la pédopsychiatrie. Le mot-clé de supervision est très important, c'est que oui, nous allons avoir un rôle à jouer, nous pédopsychiatres. Ce rôle ne sera pas principal, mais il pourrait être là en support. Et ça, on l'a expérimenté beaucoup avec l'épidémie, elle nous a beaucoup appris, superviser à l'aide de ce qu'on est en train de faire, à l'aide de Zoom ou plus généralement de la psychiatrie 3.0, ça peut être extrêmement coût-efficace. Nous avons beaucoup à apprendre de ça. Alors bien sûr, la question c'est qui va payer, parce que dans certains pays, la prise en charge des psychologues, c'est pas la même chose que la prise en charge du soin psychiatrique. Alors parfois, l'enfant va mal, mais il y a une rupture dans son existence. C'est pas juste un problème, c'est une rupture. Et ça, on le voit très bien, vous savez, pour des enfants hyperactifs, quand vous parlez à un enseignant qui a de l'expérience, il va vous dire « Ah non, mais vous savez, j'en ai vu pas mal des enfants, mais lui, il est vraiment différent. » Et il met les mains comme ça, il dit « Là, je sais plus faire, moi. » C'est-à-dire, dans la représentation sociale de ce qu'est un enfant, l'enfant est vraiment en rupture par rapport aux attendus. C'est là que la pédopsychiatrie intervient, c'est là son cœur de métier. Et c'est là que, parce que nous sommes médecins, effectivement, nous pouvons proposer des soins plus forts, avec notre autorité, avec notre savoir, avec le niveau d'urgence qui s'impose. Alors après, on peut décliner en fonction des pays. Est-ce que la pédopsychiatrie doit être hospitalière ou libérale, privée, publique? Est-ce que le pédopsychiatre doit forcément travailler en équipe? Ou il y a beaucoup de pédopsychiatres qui sont en travail libéral, qui ont un réseau, mais qui travaillent seuls et qui travaillent bien. Là aussi, il faut voir, ça coûte moins cher, bien sûr. Ça coûte moins cher. Une équipe, travailler en équipe, c'est très bien quand on est dans un congrès ou quand on est assis sur sa chaise, mais ça coûte horriblement cher. Or, nous n'avons pas assez d'argent dans la plupart des pays pour traiter tous nos patients. Donc, nous devons avoir une réflexion. Vous savez, en français, on dit, je ne sais pas si en Suisse on dit la même chose, le mieux est l'ennemi du bien. Eh bien, en pédopsychiatrie, c'est pareil. Souvent, les collègues universitaires proposent des traitements qui sont le mieux. Le problème, c'est que souvent, ces traitements qui sont le mieux ne sont pas soutenables. Alors parfois, nous avons des patients avec des maladies chroniques. Donc nous avons fait le job, nous, médecins, mais il reste le retour à l'école, avec une différence, avec une symptomatologie résiduelle. Et c'est là qu'aujourd'hui arrive une nouvelle zone grise, avec la notion de handicap, de recovery, rétablissement, d'empowerment. Il faut que les associations de parents prennent en charge, prennent beaucoup plus de place dans ce secteur. Mais vous voyez, il faut bien le séparer de la prise en charge pédopsychiatrique à proprement parler. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que on mélange un peu trop. Les psychiatres, quelque part, veulent intervenir dans la zone grise, et le monde du handicap veut intervenir dans la pédopsychiatrie, alors qu'en fait, ce n'est pas le même métier. Nous n'avons pas la même formation. Et donc, nous devons collaborer ensemble. C'est évident, encore une fois. Mais nous n'avons ni la même légitimité, ni la même expertise. C'est ma dernière slide. Comme ça, il nous restera du temps pour échanger ensemble et j'en serai ravi. Alors, aujourd'hui, et ça c'est une nouveauté, j'ai envie de dire depuis 10 ans, la pédopsychiatrie est objectivement une des grandes questions de santé publique d'aujourd'hui. Pourquoi objectivement? Parce que nous avons des travaux publiés qui montrent que
le nombre d'années de vie perdues avec handicap, dans la tranche 8 à 18 ans, eh ben, c'est la pédopsychiatrie qui a la place la plus importante. Donc ça, c'est quantifié, c'est objectif, c'est publié. Donc on peut le dire publiquement. Et en fait, les gens le savent maintenant. Les politiques savent que les problèmes pédopsychiatriques sont au centre de la question de l'enfance et de l'adolescence aujourd'hui. Alors après, le problème, c'est que nos sociétés vivent des changements considérables. On les a vus tout à l'heure. On ne le répétera jamais assez, ce qui se passe dans les sociétés humaines depuis 20 ans, il ne s'est jamais passé la même chose avant. Il y a eu des changements anthropologiques colossaux. Et du coup, eh bien, il y a ce que les psychanalystes appellent une formation réactionnelle, qui est une fuite en avant. On ne veut pas voir ça, une fuite en avant dans le bien-être, hein. Il faut aller bien. Il y a même des sociologues qui disent on vit dans des happycraties. Il faut que tout le monde soit heureux, que tout le monde sourit, parce que tout va bien. Pourquoi on est comme ça? Parce que c'est une défense maniaque. Parce qu'en fait, nous allons mal à l'intérieur de nous parce que tout change. Et du coup, il y a une confusion sur la place de la psychiatrie qui, pour les gens, spontanément, c'est s'occuper du mal-être psychique des gens. Alors que non, c'est pour soigner les gens en rupture du fait de leur fonctionnement psychique. Et il y a une différence entre les deux. Alors, je vais juste vous donner un exemple qui illustre bien pourquoi c'est pas simple. Nous avons des études épidémiologiques en France, pas si mal faites que ça, qui montrent que des scores de dépressivité chez les adolescents ont tendance à se dégrader dans les 15 dernières années. Avec des tentatives de suicide déclarées par les adolescents aussi qui ont tendance à augmenter. Donc ça va mal. Mais d'un autre côté, le taux de suicide des adolescents dans les 15 dernières années a diminué de 30%. Pourquoi? Alors on ne sait pas pourquoi. Une possibilité, c'est que, effectivement, nos sociétés vont mal et en plus nos adolescents vivent l'angoisse du changement climatique, qui est un vrai problème pour eux, pour nous aussi, hein, mais plus pour eux. Et donc il y a une angoisse du futur, d'un monde qui change et d'un monde qui va être plus compliqué. Et donc, quelque part, ils vont mal. Ils vont mal, mais c'est pas pour ça qu'ils vont mal en termes psychiatriques. Et je dirais même, ils vont mieux en termes psychiatriques. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de violences intrafamiliales. Parce qu'aujourd'hui, les abus sexuels intrafamiliaux, on sait que c'est un problème et on lutte contre. Et je pense que ça a un effet sur le fait que nos jeunes ont moins de problèmes psychiatriques authentiques. Alors que, quelque part, il y a peut-être plus de souffrances psychiques. Et vous comprenez, c'est important que nous réalisions ça parce que nous, notre boulot de pédopsychiatre, c'est vraiment de nous occuper des problèmes médico-psychiatriques et pas des problèmes de la société. Alors, on peut participer aux problèmes de société. On peut témoigner. On peut dire tout ce que je viens de vous dire. Mais on doit dire que ça ne relève pas d'un soin psychiatrique, en particulier de traitement médicamenteux, ce qui est un risque majeur. Et donc, il faut être clair sur les concepts. Il y a de la santé mentale, on a vu ce que c'était. Il y a du handicap, qui est un concept émergent, un concept sociologique émergent depuis les années 1950. Et il y a de la psychiatrie. Et tout ça, ça relève de cultures différentes, d'histoires différentes, d'épistémologies différentes. Alors, c'est différent comme les trois brins d'une même tresse, c'est-à-dire on doit être ensemble pour construire une société, mais nous sommes différents et il faut dire ces différences. Et il faut que l'enseignement de la pédopsychiatrie, que la recherche en pédopsychiatrie, que l'organisation du système de soins soit pensée à travers le fait que aujourd'hui nous avons du mal à placer la pédopsychiatrie sur ce qu'elle devrait être. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis je fais un petit peu de publicité. Si vous voulez en savoir davantage, j'ai écrit ce petit livre en français qui essaie de développer un petit peu tous les concepts que je vous ai présentés. Merci pour votre écoute.